Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière étape de cette deuxième semaine de compétition. Et autant les jours précédents étaient calmes, autant cette étape-là risque d'être beaucoup plus animée. Parce que et risque d'être surtout beaucoup plus difficile. Parce que c'est vrai que les étapes précédentes, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas vraiment entamé les réserves des coureurs. Par contre là on arrive dans le dur de cette troisième semaine de compétition et ça commence dès aujourd'hui avec un petit peu d'avance. Mais alors l'entrée est très dure. Aujourd'hui, c'est pas une mise en bouche, c'est bien plus dur que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, vos grosses cotes pour cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Donc ça permet également de soutenir mon travail. Comme je le disais, grosse étape de montagne. Parce que déjà, 222 km. Et ça, on n'est plus habitué aujourd'hui sur les grands tours d'avoir une étape de montagne qui fasse déjà plus de 180 km. Aujourd'hui, les étapes de montagne, allez, on va dire, on est entre 150 et 170. Je dirais même plutôt 140 et 170. Au-delà de 170 km, ça commence à devenir une rareté. Là, les organisateurs ont décidé de faire 222 km. Ça nous rappelle les grandes heures du Giro d'il y a 20 ans. 20 ans où on pouvait retrouver ce genre d'étape. Ce qui veut dire qu'on part également sur une très longue journée de vélo. Après une deuxième semaine qui a été très calme. 6h30 de vélo. 6h30 de vélo. C'est pas anodin, hein, c'est le temps d'un monument. Donc on part presque pour un monument. Un départ qui va être matinal, 10h30. Eh oui, mais là aussi, ça veut dire que la partie des récupérations a été plus courte. L'avantage, c'est que la veille, on a eu un contre-la-montre, mais bon, c'est jamais évident. La plupart des leaders sont partis dans les derniers. La plupart des coureurs qui peuvent avoir un impact sur cette étape sont partis dans les derniers. Donc au niveau de la récupération, on peut avoir des surprises. Parce que quand on part dans les derniers, bah oui, ça veut dire on peut dormir un peu moins. Et ça veut dire que comme il va falloir partir à 10h30, il va falloir être sur place à 9h30. Donc au moins 9h30, 9h. Ça veut dire que le réveil va être très matinal pour les coureurs. On considère qu'il va falloir manger 3 heures avant le départ. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre son petit-déj 7h, 7h30. Donc c'est beaucoup plus tôt que les jours précédents. Ça veut dire que on va se réveiller peut-être à 6h30, peut-être à 6h45, quand les jours d'avant on était plutôt habitué à se réveiller à 8h. Ça veut dire 1 heure, 1h15 plus tôt. Ça change un petit peu toute la mécanique qu'on a pu avoir. Et ça va pas être évident, surtout que parfois, après un contre-la-montre, je dis pas que c'est pas fatigant un contre-la-montre, mais voilà, ça dure, c'est un temps d'effort qui est plus court. Certains coureurs ne l'ont pas fait à fond, 6 contre-la-montre, donc peut-être que certains coureurs auront du mal à dormir ce soir, à s'endormir, et pourtant, voilà, le réveil sera extrêmement tôt. Il faut pas oublier l'aspect récupération. On aura des surprises. Forcément, parce qu'il y a des coureurs qui n'ont jamais fait cette longueur de course, qui ne connaissent pas comment leur corps va réagir sur 6h, 6h30 de vélo, ou qui ne l'ont pas fait souvent dans leur carrière, ou qui ne l'ont pas fait depuis longtemps. Ça va être l'avantage des coureurs qu'on fait notamment le Liège-Bastogne-Liège. Je pense à Romain Bardet, je pense à Tadej Pogačar, qui sont des coureurs qui ont déjà fait 6h30 de vélo sur cette étape, sur cette journée à Liège, dans des conditions en plus qui n'étaient pas forcément faciles, au moment des monuments, il faisait frais. Donc c'est des coureurs qui savent comment leur corps réagit, ce qu'ils l'ont déjà fait cette année. Vous avez des coureurs qui n'ont pas fait Liège, des coureurs qui n'ont jamais fait Liège. Là pour ces coureurs-là, ça risque d'être plus compliqué. Et puis faut pas être dans une mauvaise journée. Forcément, les mecs qui seront dans une mauvaise journée, ça peut être la galère dès le Mortirolo. Donc il faudra faire très attention du côté des coureurs. Enfin, ça peut être vraiment une horreur. C'est une journée monstrueuse. Forcément, les écarts vont se faire. Pourquoi? On a du kilométrage, on a des pourcentages, on a de l'altitude. Donc forcément, il va y avoir des écarts. Même
À la pédale, ça va se faire. Il n'y aura pas vraiment de grands coups stratégiques. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des coups de loin, des grands coups tactiques. Non, il n'y aura pas des grands coups tactiques. Par contre, ça va être à la pédale. Ça va être à la bagarre. Il va falloir être fort physiquement. Il va falloir être fort mentalement. Il y a des moments où tu seras moins bien. Il faut réussir à réagir. Il faut réussir à ne pas exploser. Si tu exploses sur une étape comme ça, c'est du 30 minutes dans la gueule. Ah oui, donc ça va être une journée difficile. Il va falloir être très fort. Il va falloir être guerrier aujourd'hui. C'est pas dans les sprints où il faut être guerrier. Là, il faut être guerrier parce que mentalement, il va falloir se battre contre soi-même. Il va falloir se battre contre la douleur. Et c'est là où ça va être compliqué du côté de cette étape. Il faudra faire attention aux descentes aussi. Parce que la plupart des descentes sont techniques sur cette journée. Dénivelé positif, 5711 mètres. C'est l'étape la plus compliquée de ce Giro dans ce classement au niveau du dénivelé positif. Et je crois que c'est même l'étape de grand tour où on a le plus de dénivelé positif. Alors, il faut également le corréler au kilométrage, 222 km. Mais ça veut dire que même dans les zones de transition, il y aura un petit peu de pente. Ça ne sera pas totalement plat. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Le profil de cette étape, que certains considéreront comme l'étape reine de ce Tour d'Italie. On commence avec ce parcours 222 km entre Manerba del Garda et Livigno le Motolino. On montera quand même à 2387 mètres d'altitude sur cette étape. Ça aussi, c'est du costaud parce qu'on va dépasser les 2000 mètres. Allez, on débute cette étape par une vingtaine de kilomètres de plat pour sortir de Manerba del Garda avant d'attaquer la première côte du jour qui est le Lodrino. 7 km 6 à 4,4 de moyenne. C'est pas extrêmement dur, hein, vraiment, c'est très roulant. Vous avez un passage à 6,7%. J'ai le temps de monter selon Strava. C'est 14 minutes 49 réalisé par un certain Zach Walker. Le deuxième temps, c'est Alessandro De Marchi, le coureur d'Israël, le coureur de la Jayco Alula. Je veux toujours qu'il soit chez Israël et chez Jayco Alula. Alessandro De Marchi qui a fait 14 minutes 50 à 384 watts de moyenne. Davide Formolo, 15 minutes 15. J'ai un Lorenz Stendam à 15 minutes 16. Un Ladanius également à 15 minutes 16. Un Masnada à 15 minutes 17 qu'on a vu du côté de Cassel. Masnada, c'était pour les 4 jours de Dunkerque. Donc vous voyez, c'est un temps d'effort qui est tout à fait raisonnable pour cette étape. C'est vraiment pas extrêmement compliqué. C'est vraiment une belle mise en bouche. Avant de descendre vers le Brozzo et le Colle di San Zeno au kilomètre 64,5. On est encore dans la première partie d'étape, hein. On est encore loin de l'arrivée. Quand on est au Colle di San Zeno, alors côte de deuxième catégorie, 13 km 7 à 6,7 de moyenne. Irrégulier, c'est le terme, avec notamment un passage à 10,6% pendant 1 km, 9,6% pendant également 1 km. Donc je rappelle que par exemple 10,6% pendant 1 km, c'est un pourcentage qui est très costaud. Parce que je rappelle que quand on parle de 6,7%, c'est-à-dire que sur 100 mètres, on prend 6 mètres d'altitude. Voilà. Sur 100 mètres de longueur, on va prendre 6 mètres en hauteur. Voilà. Donc vous voyez, quand c'est 10,6%, c'est costaud. C'est-à-dire qu'on prend quasiment 100 mètres d'altitude sur 1 km. Et puis ensuite, vous voyez, il y a quand même aussi du 8,9% là dans cette zone-là. Donc c'est assez irrégulier, ça ne sera pas simple de trouver son rythme de pédalage. Heureusement, pour les coureurs, ça arrive dans la première moitié d'étape. On est encore très loin de l'arrivée, mais ça risque de fatiguer un petit peu les coureurs. Le collet San Zeno, j'ai un record moi en 38 minutes 40 d'un certain Davide F, coureur qui n'est pas professionnel, qui a fait cette montée en 21,4 km/h. J'ai un Simone Ponzi par exemple en 43 minutes 40 qui est toujours coureur en deuxième division. On va vérifier ça. Du côté de Simone Ponzi, donc en 19 km/h, parmi le seul coureur un petit peu connu de ces temps Strava. Donc montée qui ne sera pas évidente, hein. Celle-là, c'est une montée qui est beaucoup plus longue
que la première. Là, on est vraiment sur une grosse montée. Et puis ensuite, on redescend vers Pizzonier. Puis après, pendant une bonne cinquantaine de kilomètres, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part le sprint intermédiaire à Malonneau. Je rappelle juste aussi que pour la première fois depuis le début de ce Giro, le sprint bonification sera avant le sprint inter-Giro. Ça, c'est une particularité également de cette étape. Et puis, avant l'un des gros morceaux de la journée, le Passo del Mortirolo, 12 km 6 à 7,7 de moyenne, côte qu'on a pris à de multiples reprises sur le Tour d'Italie, et qui sera quand même au kilomètre 154, c'est-à-dire qu'on sera à 70 km de l'arrivée. Ça veut dire que c'est encore un petit peu loin du côté du Passo del Mortirolo, mais on ne sait jamais du côté de cette montée parce que c'est vraiment très difficile. 1868 mètres d'altitude pour le Passo del Mortirolo, et vous voyez, la fin est extrême, notamment 9,8%, 11,5% sur 1 km. Et puis la première partie est quand même pas simple, hein. Le Passo del Mortirolo, c'est pas évident, mais la fin est vraiment très dure. Et comme on est au-delà de 1500 mètres d'altitude, ça peut créer aussi un petit peu de fatigue. Parce que plus vous êtes haut en altitude, plus la respiration est compliquée et moins vous avez d'oxygène. Donc c'est là où ça devient difficile. Bien entendu, au-delà de 1500 mètres d'altitude. Donc il faudra faire très attention dans les 4 derniers kilomètres de cette montée du Passo del Mortirolo. Et on a vu beaucoup de grandes actions dans cette montée sur l'histoire du Giro. Il n'y a pas que le Stelvio dans le Giro, il n'y a pas que le Blockhaus. Le Mortirolo, c'est passé quand même pas mal de choses dans l'histoire du Giro sur cette épreuve. Et puis on aura de nouveau, alors c'est pas vraiment une partie où il ne se passera rien, on sera sur une route en prise pendant, vous voyez, une bonne trentaine de kilomètres. On passera de Grosio, où on sera à 729 mètres d'altitude, à La Motte, ou au pied au sprint inter-Giro, à Isolaccia Val di Centro, 1339 mètres, donc on va prendre quasiment 600 mètres en 30 km. Hein, donc c'est pas non plus que dalle, ça veut dire qu'on aura quand même 3-4% à chaque fois de dénivelé, donc ça va être des routes en prise, donc il faudra avoir une équipe solide avec soi. Il y aura également le sprint bonification en haut d'une côte de 3 km 1 à 7,5 de moyenne, qui sera le sprint à Le Motte, le sprint bonif donc au kilomètre 193, le sprint inter-Giro au kilomètre 197,5, à chaque fois des secondes de bonification sur ces deux sprints. Et puis on aura le final, donc avec cette montée du Passo di Foscagno, 14 km 6 à 6,3 de moyenne, enchaîné avec le Motolino pour la fin de journée, 4 km 6 à 7,7 de moyenne. On regarde tout de suite le profil de ces deux montées. Le Passo di Foscagno, plus rigolier que le Mortirolo, un peu plus plat également que le Mortirolo. Il y aura quand même ce passage à 10%. Je ne suis pas si sûr qu'on arrive à faire des différences dans cette montée. Et puis par contre, la dernière montée du Motolino, c'est court, mais alors il y a du pourcentage dans les 4 derniers kilomètres, notamment du 11%, du 9,5. Donc, est-ce qu'on a... Et puis surtout, on sera au-dessus de 2000 mètres, hein, parce que la montée précédente, on sera déjà à 2002. Donc c'est l'altitude qui peut aussi créer des dégâts. Là, ça va créer des dégâts de toute manière. S'il y a encore 3-4 coureurs ensemble, il n'y aura pas 3-4 coureurs au sommet du Motolino, surtout après 222 km, parce que la journée aura été extrêmement longue. On regarde tout de suite le Garibaldi de ce final. Donc, vous voyez, donc cette montée du Motolino. J'ai pas parlé aussi des descentes, il faudra faire attention aux descentes. Toutes les descentes sont assez techniques. Il faudra faire attention sur la descente de cette étape. Mais du côté du Motolino, vous voyez, hein, le final c'est dur, hein, notamment 12,7%. Est-ce que j'ai le pourcentage max qui est indiqué par les organisateurs? Oui, j'ai du 19%. Voilà, alors c'est bien entendu toujours le pourcentage max indiqué par les organisateurs du Giro. Donc ils l'ont mis à cet endroit-là. Là, ça veut dire que c'est à l'intérieur d'un virage. Là, il est peut-être plus intéressant, le 19%, mais avec les organisateurs du Giro, ils ont tendance des fois un petit peu dire qu'il y a 19%, alors que c'est plutôt 15%. Alors, des fois, il y a des petits... voilà, des fois, on traficote un petit peu les pourcentages du côté des organisateurs, du côté de RCS. Du côté de cette étape, donc vous voyez, on part de Livigno pour aller à Manerba del Garda. La météo, j'allais oublier, de cette étape du côté du Mortirolo, du côté de Livigno. On va partir plutôt avec un beau soleil, 20 degrés. Alors 20 degrés dans l'après-midi, donc il fera un petit peu plus frais vu qu'on va partir plutôt du côté de 10h30, du côté de Manerba del Garda. Le vent sera assez faible, hein, maximum 15-20 km/h. Il est assez changeant. Comme vous voyez, on est en plein en Lombardie et avec pas mal
de petits couloirs de vent, donc du côté de la chaîne météo, c'est pas extrêmement précis au niveau du vent. Par contre, le temps va se dégrader au fur et à mesure de la journée, avec des températures aussi qui seront de plus en plus fraîches. On commence à 20 degrés, on devrait finir aux alentours de 11-10 degrés, grand maximum du côté du Motolino, et avec très peu de soleil sur la fin, peut-être même quelques possibilités de pluie, mais on est à 40%. Donc c'est plutôt faible, mais on aura un ciel qui sera de plus en plus nuageux au fur et à mesure de la journée. Donc ça, il faudra le prendre en compte. Par contre, le vent ne devrait pas être très important sur cette étape. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. Avant de commencer par l'histoire de ce Giro, je viens de remarquer, j'étais complètement endormi quand j'ai fait la portion précédente de vidéo, que j'ai oublié de vous donner les temps du Mortirolo et des 3 dernières difficultés. Le Mortirolo, le record sur Strava, c'est Jan Hirt en 36 minutes 58, ça date de 2017 sur le Giro. Il avait fait 353 watts de puissance en moyenne à 20,7 km/h. 36,58. J'ai un temps d'Adamiano Caruso par exemple. Lui, il avait fait 20,4 km/h, 37 minutes 31. J'ai un Buitrago qui lui avait fait 37 minutes 49. Voilà les temps de montée du côté de ce Passo del Mortirolo. La montée du Passo di Foscagno, c'est Stef Kras qui a le record, un 13 juillet 2022, certainement en préparation de la Vuelta. Stef Kras qui avait fait 36 minutes 46 donc à l'entraînement à 23,7 km/h. J'ai Attila Valter qui avait fait 37 minutes 39 à 356 watts de moyenne à 23,1 km/h. J'ai encore Caruso à 22 km/h qui avait fait 39 minutes 31. Donc vous voyez, c'est une montée quand même assez longue. On est sur un temps d'effort qui est similaire au Mortirolo. Ça veut dire aussi qu'il y a un peu moins de pente, encore une fois, dans cette montée du Passo di Foscagno. Et puis la montée de Livigno, la dernière montée du jour, hein, ce Motolino. Eh bien là, j'ai un record d'un certain Ivan B qui avait fait 17 minutes 18 à 16,2 km/h. Donc ça veut dire que la vitesse est extrêmement faible. J'ai pas de temps réalisé par un cycliste professionnel. Ça veut dire que ça va aller peu vite dans le final de cette étape du côté de Livigno, le Motolino. On a 364 mètres de dénivelé selon Strava pour seulement 4 km 60. Donc c'est une journée qui va pas être évidente. On regarde tout de suite donc l'histoire de ce Giro 2024 avec cette étape. Donc on passe à Manerba del Garda, on part de Manerba del Garda. Alors pas d'étapes du Giro qui sont passées dans cette commune. Par contre, le Baby Giro y était passé l'année dernière sur l'étape numéro 5. Et c'était un Britannique, Lucas Nerukar, qui s'était imposé de Trinity Racing. Thibaut Gruel de la Conti, de la FDJ, avait pris la 6e place de cette étape. Ce coureur qui est maintenant chez EF. Lucas Nerurkar et qui depuis le début de saison a fait Erzborn Frankfurt où il a pris la 4e place, 4e également d'une étape du région Pays de la Loire Tour. Donc voilà quelques résultats dès sa première saison dans l'élite du cyclisme, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon on n'a pas d'autres étapes du Giro qui sont passées par cette commune. Le Lodrino a accueilli 2 fois le Giro, c'était en 2018 et 2006, lors de l'étape 15 et lors de l'étape numéro 17, qui n'était pas l'arrivée de cette étape. En 2018, malgré le Lodrino, c'était Viviani qui s'était imposé sur une étape qui avait vu un sprint massif devant Sam Bennett et Bonifacio. Et puis en 2006, on arrivait au Monte Bodone. C'était Ivan Basso qui s'était imposé devant Simoni, Piepoli et John Gadret avait pris la 5e place de cette étape. Et Basso était parti à 7 km de l'arrivée, donc avec le Monte Bodone qui était la montée majeure de cette journée. Le Colle San Zeno n'a jamais connu le Tour d'Italie. Le Passo del Mortirolo, donc comme je disais, ça a été très régulier sur ce Tour d'Italie. On est à 12 passages, jamais d'arrivée au Mortirolo. Ça c'est, voilà, il faut le dire.
Souvent, c'est dans cette troisième semaine. Hein. On a parfois même une étape 21 qui passait par le Mortirolo, ça c'était en 99. On était voilà, à la veille de l'arrivée. Et c'était une étape très compliquée qui arrivait du côté d'Aprica. Victoire de Roberto Heras ce jour-là devant Simoni et Ivan Gotti. Jalabert avait pris la 5e place de cette étape en 99. Donc ça avait été une journée très très compliquée qui avait vu Ivan Gotti prendre la première place du général lors de cette étape, le coureur de la Polti. Nous on se souvient bien entendu de 2019, le passage du Passo del Mortirolo, d'une étape qui avait été remportée par Ciccone devant Jan Hirt dans des conditions effroyables. Vraiment, il faisait un temps catastrophique dans cette étape. 5200 mètres de dénivelé positif sur 194 km, sous la pluie, le froid. Ciccone n'avait même pas réussi à mettre un kawaii. Ça avait été une des images marquantes. Il avait décidé de faire la descente sans kawaii, alors qu'une mouche a décidé de passer devant la webcam. Et puis on avait également Masnada dans cette échappée, Jan Hirt, qui avait gagné par contre l'étape de 2022, qui était également passée par le Mortirolo. Là, il avait battu Arensman et Jane Lay, qui avait pris la 3e place sur cette journée. Et lors du Giro, eh bien, Roglic avait perdu du temps. Maika, en 2019, avait perdu du temps. On avait eu également Sivakov, qui avait perdu pas mal de temps. Et Nibali avait tenté une offensive. Dans un premier temps, Carapaz n'avait pas réussi à suivre avec Landa, et puis ils avaient réussi à tenir la cadence sur la fin. On continue avec la suite de cette journée. Passo di Foscagno, 2 passages du Giro, c'était en 2005 et en 2010, lors de l'étape 20 en 2010, remporté par Johan Schopp. Cette année-là, devant Cadel Evans et Ivan Basso, c'est même la grande victoire dans la carrière de Johan Schopp, dans l'histoire de sa carrière. À l'époque, il était chez Bibox. Et puis en 2005, c'était l'étape 14, remportée par Ivan Ramiro Parra devant Valjavec et José Rorano, qui avait pris la 3e place. Et à ce moment-là, c'était Savoldelli qui était en tête du général. Et Di Luca était 2e devant Simoni. Et au Motolino, ça sera la première arrivée de l'histoire du Giro au Motolino. On passe au cycliste du jour. Andrea Baggioli, le coureur de la Lidl Trek, qui est né à Sondrio. Coureur qui est professionnel depuis 2018, depuis août 2018. Où il avait rejoint l'équipe UAE Team Emirates, stagiaire pendant 6 mois dans cette formation. Il ne sera jamais coureur professionnel jusqu'à maintenant dans cette équipe. Ensuite, il a rejoint la Colpack, où il avait remporté notamment la Ronde de l'Isère en 2019 dans cette formation en remportant 2 étapes. Vainqueur également d'une course en 2018 qui était la Toscana Terra di Ciclismo Eroica dans ses jeunes années. En 2020, il rejoint la Deceuninck Quick-Step et puis il a passé 3 ans, 4 ans même dans cette formation, vainqueur notamment d'une étape sur le Tour de l'Ain, mais surtout de Grande Piemonte, de la Drôme classique également, une étape sur le Tour de Catalogne, une étape sur le Tour de Wallonie, et puis il a rejoint la Lidl Trek depuis le début de saison. 4e d'une étape de ce Giro, c'était à Boca della Salva, après 83 km d'échappée, c'était l'étape numéro 10. On l'a également vu du côté de Tour de l'Algarve, du côté de Tirreno Adriatico, mais c'est un début de saison très discret pour le coureur italien qui a quitté la Soudal Quick Step l'année dernière sur un grand résultat qui était sa victoire à Grande Piemonte, et puis une 2e place sur le Tour de Lombardie. Déjà 7 victoires chez les professionnels pour ce pur puncher. Du côté de la stratégie, je pense que beaucoup de coureurs voudront prendre l'échappée, donc on aura une grosse échappée. Le problème, c'est que même avec une grosse échappée, il y a quand même 222 km de course. C'est-à-dire qu'on va avoir du kilométrage. Encore une fois, c'est 6 heures, 6h30 de vélo. Il faut le prendre comme un monument. Est-ce que vous avez beaucoup de monuments qui sont remportés par des coureurs qui sont dans l'échappée? Non. Surtout pas le Tour de Lombardie. Donc je pense que l'échappée
malgré tous les efforts qu'elle mettra en place, n'arrivera pas au bout. Et je pense à une victoire d'un leader parce que on aura des rebondissements. Donc il y a des coureurs qui vont se faire piéger. Donc forcément, ça va rouler quand même un petit peu vite dans la fin de journée. Donc je pense à une victoire du peloton qui mangera l'échappée. Parmi mes favoris, j'ai mis Tadej Pogacar. Il est au-dessus pour le moment. Là, il pourrait vraiment, s'il gagne sur cette étape-là, il prend encore imaginons une 32 minutes d'avance. Là, c'est bon. Hein. La dernière semaine, il peut être en récup active. Ça sera nickel. Il y a Romain Bardet. Parce que le kilométrage, plus c'est long, plus c'est bon pour Romain Bardet. Enchaînement de boss, 222 km. Lui, il a fait Liège-Bastogne-Liège, comme je le disais. Il sait comment son corps va réagir dans la 5e heure et la 6e heure de course. Donc ça peut être un avantage. Et puis j'ai mis Daniel Felipe Martinez. L'altitude, aujourd'hui, 2300 mètres. Forcément, c'est un petit avantage quand on est colombien. Il ne faut pas le négliger. Donc avec une arrivée en altitude comme ça, il pourrait s'en sortir extrêmement bien. Et puis en grosse cote, au cas où l'échappée aille au bout, je tente Quintana. Voilà, Quintana. J'aurais pu tenter Rubio, mais j'ai peur qu'ils soient encore un peu trop proches au général. Donc je tente un Quintana du côté de cette montée finale. Du côté du programme télé, à 10h sur Eurosport 1 pour le roi de la pédale. Départ fictif à 10h25. Colle San Zeno, 157 km de l'arrivée entre 12h33 et 12h51. À Malono pour le sprint intermédiaire à 91 km de l'arrivée entre 14h et 14h26. Le Passo del Mortirolo, le sommet entre 14h57 et 15h34. Pardon. Le Motet, qui sera le lieu du sprint bonification à 28 km de l'arrivée, c'est entre 15h51 et 16h34 pour une arrivée prévue entre 16h47 et 17h40. Alors pourquoi vous avez un écart aussi large? Parce que entre les différentes moyennes, sur 222 km, sur 6 heures de course, ça fait forcément des grandes différences. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve ce soir pour le débrief de cette dernière journée de course de la deuxième semaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!